Bonjour Hélène, adjointe Bonjour. à la directrice climat et biodiversité chez BPI France. Timothée Kellard, cofondateur d'EcoDev. Bonjour. Salut Timothée, bienvenue à tous les deux sur la scène du cercle ici. Merci. Voilà, sur la plateforme du Club Excellence et des accélérés dont nous venons de parler. Timothée, présente-nous EcoDev pour commencer. Alors en quelques mots, EcoDev, c'est un cabinet que j'ai cofondé il y a 16 ans, dont la mission est d'accompagner les employeurs, entreprises en particulier, dans leur politique de durabilité. Hélène, comment BPI France accompagne les entreprises dans leur transition écologique ? Vaste question. Oui, au moment de la poser, je me suis dit Voilà, c'est un peu large. il va falloir que je résume. En gros, on a un plan climat et biodiversité qu'on a lancé en 2020 qui réside sur 3 piliers. Donc, le premier, c'est d'accompagner la transition de toutes les entreprises, en particulier les plus carbonées, les plus polluantes, avec des outils d'accompagnement, des outils de financement. Donc, c'est un premier pilier qu'on déploie très largement en partenariat avec l'ADEME, avec l'Office français de la biodiversité. On a notre deuxième pilier qui est de soutenir les offreurs de solutions pour la transition, donc des green tech, des startups qui proposent des solutions, mais aussi des PME qui innovent. Donc là, c'est des dispositifs de soutien à l'innovation, des dispositifs de prêt, des fonds, etc. Et troisième pilier, troisième action, c'est le soutien aux énergies renouvelables et décarbonées, parce qu'on inclut le nucléaire là-dedans, mais voilà, on soutient beaucoup de projets solaires, photovoltaïques et autres types d'énergie renouvelable pour permettre à toute entreprise d'avoir un mix décarboné chez eux. Timothée, avec un peu plus de détails, qui fait appel à vous et concrètement, comment fonctionne vous leur proposez quoi? Alors en fait, on accompagne des entreprises qui souhaitent intégrer autant que possible des indicateurs socio-environnementaux dans leur pilotage. Alors il y a un certain nombre de sujets qui sont derrière ces indicateurs. Le gros indicateur phare aujourd'hui, c'est le climat. Donc finalement, le gros du sujet, c'est comment on intègre un indicateur climatique dans le pilotage d'une entreprise. À la fois sa mesure, mais aussi une trajectoire, parce qu'on peut imaginer quand même qu'un certain nombre d'entreprises souhaitent être compatibles avec une trajectoire type accord de Paris. Donc c'est comment on modélise cette trajectoire, et au-delà de cette modélisation théorique, surtout c'est comment on trouve des leviers de décarbonation. Donc voilà, donc ça c'est un gros sujet chez nous. Et en parallèle, de plus en plus, on intègre d'autres notions, comme des actions très concrètes sur le sujet de la décarbonation de la mobilité, ou, et on y en reviendra je crois juste après, mais comment on intègre le vivant, la biodiversité dans ces politiques. Donc finalement, comment on est plus durable, comment on a cette responsabilité qui s'intègre dans une gouvernance d'entreprise. Ça veut dire quoi la biodiversité? Ça intègre quoi? Pas au sein des entreprises, mais de manière générale. Alors la définition qu'on peut avoir assez académique, c'est toute la diversité du vivant. Donc à la fois finalement ce qui est microscopique à ce qui est beaucoup plus important, comme je sais pas, des biotopes ou des écosystèmes. Donc voilà, c'est toute cette diversité. Mais finalement, derrière cette notion de biodiversité qui est assez technique, je pense que ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui est lié, donc les services que nous rendent cette biodiversité dans notre quotidien, la qualité de l'air, l'eau, un certain nombre d'aliments aussi qu'on consomme. Mais au-delà de ça, tous les autres services et tous les autres bienfaits qui peuvent être tout simplement être dans la nature, apprécier le paysage, se fasciner, on va dire, d'observer la nature de manière générale. Donc ce n'est pas que cette notion technique, je pense que c'est une notion beaucoup plus large de savoir vivre, savoir être. Un chiffre, Hélène, 72% des entreprises dépendent de manière critique de la biodiversité. Comment s'explique ce chiffre ? Oui, tout à fait. Alors, ce chiffre, c'est la Banque Centrale Européenne qui l'a sorti, donc c'est important de le dire parce que c'est pas forcément une ONG ou voilà, une association qui restaure la nature, c'est la Banque Centrale Européenne, donc ça lui donne d'autant plus de poids. Effectivement, pourquoi elles dépendent de la nature ? C'est ce que Timothée a un petit peu esquissé tout à l'heure. La nature nous rend différents services. Celui qui paraît le plus intuitif pour les entreprises, c'est le service d'approvisionnement en matières premières, en eau. Ça peut être des matériaux comme le bois, comme les matières premières pour la pharmacie, par exemple. Ça peut être aussi l'énergie. Donc, tous ces sources d'approvisionnement matières viennent de la nature, de la biodiversité. Donc, il faut le préserver. On a aussi des services dits de régulation qui sont un peu moins intuitifs, mais ça va être comment on régule le climat pour justement qu'il y ait moins d'aléas climatiques qui vont peser sur les entreprises, moins d'incendies, d'inondations, etc. On sait que le réchauffement climatique va accélérer ces phénomènes climatiques extrêmes et va les rendre plus dangereux. On peut avoir des phénomènes de régulation de la pollution. Par exemple, les sols, ils absorbent naturellement la pollution. Donc, ça peut aider à diffuser naturellement la pollution. Donc, on a besoin d'un bon équilibre des écosystèmes pour que tout ça fonctionne et que finalement, l'environnement d'une entreprise soit sain et lui permette de fonctionner. Et puis, on a des services dits culturels. Timothée en parlait un petit peu. C'est finalement les services récréatifs, les services de loisirs, dont dépendent par exemple énormément le secteur du tourisme, le secteur des sports d'hiver, par exemple. Voilà, qui dépend de l'enneigement. Donc, finalement, chaque
chaque secteur d'activité va avoir des dépendances plus ou moins fortes à ces différents services rendus par la nature. Évidemment, l'agroalimentaire est un des premiers secteurs touchés, mais finalement, tous les secteurs industriels qui dépendent de ces approvisionnements en matières premières vont être aussi impactés. Comment une entreprise peut intégrer le vivant, justement ? Alors, pour moi, il y a quand même 3 niveaux. C'est déjà de savoir de quoi on parle. Donc, il y a toute une notion de pédagogie, d'explication, de sensibilisation, de formation, comme il y a 10 ou 15 ans sur le climat. Donc, je pense que c'est la première notion. La deuxième notion, c'est de comprendre quelles sont ses dépendances, ses impacts, éventuellement ses opportunités associées. Donc, du coup, on travaille sur toute la chaîne de valeur. C'est en amont, pendant l'activité ou en aval, quelles sont les interactions qu'on a avec le vivant. Elles sont en fait assez nombreuses. Après, on essaye d'y mettre un certain nombre d'indicateurs, des chiffres clés, des coûts en euros par exemple, ou d'autres, on va dire, en enjeux financiers. Et puis, il y a toute la partie pilotage. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'affranchir, sécuriser, faire évoluer. Alors, je vais prendre des exemples très bêtes, mais à l'échelle d'un site, aujourd'hui, on voit bien qu'avec les enjeux de chaleur, de canicule ou autre, travailler sur réaménager un site avec plus d'arbres, par exemple, plus de zones humides ou un certain nombre, on va dire, de nouveaux aménagement, rendre des services de durabilité et de capacité au site à devenir plus résilient. Donc en fait, on peut le faire à l'échelle des sites, on peut le faire à l'échelle de toute la chaîne de valeur et on peut le faire à l'échelle de certaines filières quand on est dans l'agroalimentaire ou je ne sais pas, dans le luxe si on dépend de certaines pierres rares par exemple. C'est regarder quelles sont toutes les étapes clés pour arriver à autant que possible déjà réduire cette pression et voir s'il y a des alternatives parce qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives et donc ça devient intéressant parce que je veux dire que c'est des sorties de secours assez faciles et à court terme. Hélène, sur cette même question, sur les étapes et concrètement, comment on s'attaque au sujet ? Oui, effectivement, l'idée c'est de commencer par un état des lieux. Donc effectivement, dépendance à la nature, mais aussi impact, parce que les entreprises, elles ont des impacts de par leur activité. Le changement climatique en fait partie, mais aussi l'artificialisation des sols, dont le BTP, l'immobilier est particulièrement concerné, la surexploitation des ressources. Donc on a cette notion d'approvisionnement aussi qui est très important, les pollutions, et enfin les espèces exotiques envahissantes qui peuvent être un peu plus anecdotiques pour certains secteurs d'activité. Donc il y a ces facteurs de pression, il y a ces impacts. Donc déjà, bilan, impact, dépendance, risque, opportunité aussi, parce que tout ça, ça se traduit en risques pour l'entreprise. Des risques qui peuvent être opérationnels, donc ça peut être des ruptures d'approvisionnement en cas d'aléas climatiques, par exemple, sur une chaîne de valeur, ou des aléas climatiques sur le site qui vont conduire à des arrêts de production. Ça peut être des conditions de travail qui vont être dégradées en cas de pic de chaleur, par exemple. Ça va être des risques financiers, évidemment. On va avoir des prix, par exemple, des matières premières qui vont pouvoir fluctuer. On a connu une hausse phénoménale du cours du cacao, par exemple, qui ont pu impacter les entreprises de l'agroalimentaire du fait, cette hausse des prix du fait du dérèglement climatique. Donc, il va y avoir des impacts financiers, des impacts qui peuvent être aussi d'image, réputationnelle. Si on a une entreprise émet une pollution dans son milieu naturel, il va y avoir un impact sur l'image. Et enfin, réglementaire, même si aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit retour en arrière sur les réglementations environnementales, ça reste quand même un enjeu. Il y a par exemple la réglementation européenne sur la déforestation importée qui va obliger les entreprises à partir du 1er janvier 2026 d'être transparents sur leurs fournisseurs de bois, cacao, etc. Enfin, certaines matières qui ont des risques de déforestation. Donc ça, c'est en Europe. En France, on a la loi ZAN, zéro artificialisation nette. On a d'autres réglementations environnementales. Donc c'est un enjeu. Et donc après, il y a les solutions pour transformer ces risques plutôt en bénéfices pour l'entreprise. Tu disais tout à l'heure, Timothée, qu'il y a 10-15 ans, on a culturé un peu sur le changement climatique de manière plus large. On a l'impression que la biodiversité, c'est encore... c'est finalement pas pris... Enfin, c'est peu intégré et que là, on part quand même de loin et que c'est un peu oublié, la biodiversité, dans les enjeux pour les entreprises de décarbonation, d'adaptation. On oublie un peu la biodiversité. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, clairement. Alors, certains services sont tellement évidents que les entreprises l'ont sécurisé ou l'ont intégré dans leur raisonnement. Je pense à l'agroalimentaire, par exemple. Mais c'est vrai qu'une grande majorité des employeurs ou des dirigeants qu'on rencontre aujourd'hui n'ont pas du tout connaissance ou conscience de cette interaction et de cette dépendance sur la biodiversité. On parlait d'impact, ça c'est assez direct, mais il y a les pressions qu'on effectue. Enfin, on peut avoir de la pression sans avoir beaucoup d'impact, on peut avoir beaucoup d'impact sans se rendre compte, effectivement, parce que c'est indirect. C'est souvent un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc on est vraiment dans cette période où, comme il y a 15 ans, effectivement, moi je reprends cet historique que je commence à avoir, où on parlait du climat et on ne savait pas que finalement 80% de son problème était sur sa chaîne de valeur, sur des émissions indirectes qui n'étaient pas du coup entre nos mains. Alors on en est responsable. Et c'est là où il y a quand même cette subtilité qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas parce qu'on voit pas les choses et qu'on pense ne pas avoir un impact direct
qu'on n'est pas dépendant et donc responsable quelque part dans son activité de ces enjeux. Et c'est vrai que la période, on va dire, Covid à aujourd'hui, c'est une période où on sent qu'il y a une maturité qui monte, mais on part de tellement bas. Enfin, faut revenir dans l'histoire, hein, rien que le vocabulaire biodiversité, c'est un mot qui existe depuis les années 80. Donc à l'échelle de notre développement économique, c'est vraiment la dernière notion de responsabilité qui arrive, qui arrive doucement mais sûrement, on va dire, depuis quelques années. Hélène, il y a une communication à faire un peu plus soutenue, peut-être vers les entrepreneurs aussi? Oui, effectivement, je pense qu'il y a un sujet de communication, parce que c'est vrai que le terme biodiversité, il peut sembler un peu technique, un peu scientifique. En fait, derrière, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des enjeux d'eau, c'est des enjeux de pollution, c'est des enjeux de foncier. Parfois, quand on est en ville, ça paraît loin aussi. Exactement. Ouais. Alors qu'effectivement, il y a un enjeu sur le site des entreprises, mais ce qui est important souvent, c'est le scope 3, comme sur le climat, hein, c'est la chaîne de valeur, c'est les approvisionnements. Donc là-dessus, il y a plein de choses à faire. Retravailler ces approvisionnements pour avoir des approvisionnements plus locaux avec des labels, diversifier ses fournisseurs. Ça permet d'être plus résilient demain quand justement il y a des fluctuations, quand il y a des matériaux rares qui vont devenir plus critiques et donc plus chers. Donc c'est souvent un axe fort finalement des plans d'action, et c'est vrai que c'est un peu masqué. Quand on parle de biodiversité, on pense souvent aux espèces protégées, à la végétalisation sur les sites, mais non, il y a tous les impacts chaîne de valeur. Et finalement, la biodiversité, c'est en fait un enjeu environnemental au sens large. On peut un peu voir ça comme un 360 environnemental quand on fait une démarche de biodiversité pour, encore une fois, traiter de l'eau, des matières, du foncier, de la pollution, ce qui inclut aussi des enjeux salariés, de conditions de travail, d'image de marque. Enfin, voilà, il faut le voir comme une approche environnementale 360. Est-ce que tu as, Timothée, quelques exemples hyper concrets d'accompagnement que vous avez pu avoir sur le sujet de la biodiversité? Oui, alors on a un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, je peux citer des gens dans le monde du loisir, c'est-à-dire que quand on est dans le monde du loisir, le premier réflexe, c'est de se dire, sur mon site, comment je rends et je régénère quelque part la biodiversité locale. Parce que j'ai un ROI instantané en ayant un parc plus on va dire, nature que s'il est trop artificialisé. Et finalement, sur ce type d'accompagnement, l'idée, ça a été de mesurer justement sur tous les enjeux, toute la chaîne de valeur, les sujets de biodiversité. Et pour en ressortir finalement, et je prends cet exemple, mais autour de la table, on était principalement au départ dédiés au sujet site, donc avec des paysagistes ou des gestionnaires d'espaces verts. Et quand on fait une mesure avec des indicateurs assez robustes, qui sont, on va dire, encore en R&D, mais qui quand même sont des super boussoles, on s'aperçoit que 93 ou 95% des enjeux, c'est sur la chaîne de valeur. C'est l'alimentation qu'on va fournir, c'est les goodies qu'on va fournir, c'est le merchandising, c'est un certain nombre d'enjeux liés aussi au déplacement des visiteurs, etc. Et donc là, ça déplace complètement le centre de gravité du problème. C'est qu'on passe d'un problème qui est très local, qu'on peut toucher, et très bien. Il faut améliorer la biodiversité autour de soi, il n'y a pas de débat. On a perdu la mémoire de notre biodiversité d'il y a encore 50 ans, et donc il faut retrouver et régénérer. Mais quand on comprend que plus de 90% du sujet, il n'est pas directement entre nos mains et qu'il faut travailler plutôt avec des acheteurs, changer peut-être une politique d'achat, donc politique de voyage, changer son sourcing de manière générale, voire même son modèle d'affaires. Voilà, donc il y a des cas comme ça et des cas beaucoup plus simples où on travaille à l'échelle vraiment d'un site. C'est comment je fais monter en compétences, parce que je vais prendre un cas très concret, mais quand vous êtes engagé sur une trajectoire de décarbonation et que vous dites tiens, je vais réduire de X% tous les ans, à un moment donné, il y a un incompressible. Enfin, une activité économique va avoir une émission carbone. Si je veux m'assurer quelque part que cet incompressible soit compensé naturellement par la nature, parce que finalement c'est un des services que nous rend la nature, il faut s'assurer que je suis en capacité de préserver ce solde que la nature est censée me compenser. Donc déjà, rien que de mesurer et de comprendre ce sujet, c'est quand même un bon moyen d'avoir on va dire une feuille de route assez crédible à 20-30 ans. Et après, à l'échelle des sites, mais je l'ai déjà cité, c'est comment on régénère quelque part pour que mon site soit plus durable. Là, les cas concrets, c'est 5, 6, 7 degrés de moins quand on est bien entouré par la nature, quand on est dans les périodes de chaleur, ou quand on travaille sur les filières et les chaînes de valeur. Ça a été dit, mais c'est comment je sécurise ma chaîne de valeur, parce que c'est comme pour le gaz russe ou pour d'autres filières comme les matériaux rares. On le sait en fait. On sait que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, certains matériaux, on va avoir des pénuries fortes et des explosions de coûts. Donc soit on le prend en compte maintenant
et on co-construit ensemble maintenant une feuille de route, soit on continue à se dire on verra bien, et sur le climat avec les hydrocarbures, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps et on continue à le vivre et on voit les conséquences. J'allais poser la question justement de la mesure et de comment on se rend compte que cela fonctionne. Tu as un petit peu répondu déjà, Timothée, mais Hélène, quand on met en place des choses au sein d'une entreprise sur la transition globale, comment est-ce qu'on vient sur la biodiversité, en tout cas savoir comment on mesure en fait, même quand on parle de la chaîne de valeur dans la globalité, hein, comment on s'assure que ce qu'on met en place fonctionne? Alors, il y a plusieurs outils. Il y a un outil qui s'appelle l'empreinte biodiversité. Donc, on va venir mesurer, c'est un peu comme le bilan carbone, mais sur la biodiversité. Donc, il y a beaucoup plus d'indicateurs, c'est un peu plus complexe. Ça fonctionne bien plutôt pour les moyennes, grandes entreprises. Et finalement, pour les PME, nous, on a adopté une approche plus pragmatique à travers notamment le DIAC biodiversité qu'on déploie avec l'Office français de la biodiversité, où là, on va être plutôt dans des diagnostics, comme je disais tout à l'heure, impact, dépendance, risque, opportunité, qui vont cibler les enjeux principaux. Donc, on va avoir ensuite des indicateurs qui vont permettre de suivre, sur mes appros, le volume de, cacao par an, sur mon foncier, le nombre d'espèces, etc. Et ça va être ensuite des indicateurs qu'on va décliner comme ça par grands enjeux, par grandes actions, et qu'on va pouvoir piloter dans le temps, et qui seront surtout priorisés. On sait où on va devoir se concentrer d'abord. Une entreprise qui souhaite, qui nous écoute là et qui souhaite aller un peu plus loin, passer le pas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, comment on fait pour aller un peu plus loin concrètement là? Alors, je reviens moi sur les triptyques, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase de sensibilisation, de montée en compétences, de formation. Donc là, il y a des organismes de formation agréés, on en fait partie, qui forment pour intégrer ce sujet de manière assez structurée. Le deuxième, c'est la mesure d'empreinte et ou les analyses qualitatives du type impact, risque, opportunité, pour comprendre dans sa chaîne de valeur où sont ses enjeux. Et après, il y a le troisième niveau, c'est quelle trajectoire et ou quelle volonté j'ai après cet état des lieux. Et là, on peut arriver, et il y a un framework au niveau international pour arriver à partir de 2030 à régénérer la biodiversité. Alors, la métrique n'est pas simple, clairement, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que comme la métrique carbone n'était pas extrêmement fiable il y a 15 ans, la métrique biodiv n'est pas extrêmement fiable, mais c'est une super boussole. Et derrière ces notions, il y a quand même beaucoup de bon sens. Donc j'ai envie de dire, on peut le faire de manière qualitative, en version assez rapide, clé en main. Et si on veut être extrêmement armé avec des outils, encore depuis quelques années, il y a des outils qui existent. Donc j'ai envie de dire, chacun choisit un peu le curseur où il veut. Hélène ? Et effectivement, je rebondis sur la question des outils. Donc, première phase de sensibilisation essentielle, il y a la fresque de la biodiversité, ça fonctionne bien et c'est assez fédérateur aussi parce que c'est un sujet qui est engageant aussi pour les équipes. Généralement, elles s'intéressent à ces problématiques, ça touche potentiellement à leur site, mais aussi à des questions métiers. Donc, premier enjeu de sensibilisation, là, il y a plein d'outils. C'est une forme de communication aussi. C'est aussi une forme de communication, effectivement, en interne et potentiellement en externe, une fois qu'on a fait le bilan, les actions et qu'on peut communiquer sereinement dessus. Donc, il y a la plateforme Entreprise et Biodiversité développée par Loré. On retrouve vraiment plein d'outils qui peuvent être utilisés, parfois gratuitement. On a chez BPI France développé un kit biodiversité qui permet aussi de comprendre assez facilement les enjeux qu'on peut diffuser en interne au sein de son entreprise, des parcours de formation aussi chez BPI France Université. Donc première phase et puis après donc le diagnostic plutôt pour les PME, effectivement pour se faire accompagner sur une dizaine de jours et ensuite mettre en œuvre les actions avec du financement potentiellement derrière. Merci beaucoup, merci Timothée, merci Hélène d'être venue sur la scène du cercle pour parler de biodiversité et de vivant. Et on va maintenant parler d'architecture résiliente et profondément engagée. Très heureux d'accueillir sur la scène du cercle Dominique Jacob.